Si vous aussi, vos profs écrivaient trop de bavardages dans vos bulletins, bienvenue dans un podcast de plus. Et peut-être celui de trop. Au micro, Kenza, Manon et Gabriel vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour, c'est de nouveau Lise. Je suis encore interviewée par Kenza, Gabi et Manon. Oui, si jamais vous atterrissez sur cet épisode par hasard, sachez qu'il y a un épisode avant, qui est sorti la semaine d'avant, donc l'épisode précédent, pour avoir plus de contexte, parce que là, on réenchaîne, c'est la suite. Donc oui, on parle de quoi ? On parle de santé mentale dans cet épisode et dans l'épisode précédent également. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement à me poser ? Est-ce qu'il y a besoin de revenir sur certains sujets ? Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu t'es déjà senti en danger face à un patient ? Oh, très bonne question. En danger, non, je crois pas. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Par contre, je me suis déjà fait... en même temps, ça va paraître bizarre là ma réponse, mais je me suis déjà fait agresser en EHPAD par une dame âgée. Mais du coup, bon, pas vraiment en danger, le rapport est différent. C'est pour ça que... C'était une dame âgée, quoi. Oui, qui m'a attaqué avec sa canne, effectivement. J'étais de dos, en plus à elle, donc c'est la surprise, en fait, le choc que ça puisse arriver dans cet espace-là. Après, j'ai plus des exemples, en fait, en EHPAD où il y avait même un monsieur qui était extrêmement violent avec les membres de l'équipe et les autres résidents, et où moi, on m'a appelé, en fait, pour intervenir, il était en pleine crise. Mais même là, je me suis pas sentie en danger parce qu'en fait, le réflexe que j'ai eu, c'était de lui faire un câlin pour que il arrête, en fait, de taper les gens, et que du coup, je l'ai même pas trop conscientisé ce moment-là. C'est vraiment la douceur, en fait. Je sais pas trop, mais ça a dû lui... Aussi pour le choquer un peu, parce qu'on se connaissait pas du tout, c'était la première fois que je le voyais, mais c'était plus vraiment pour qu'il arrête ses coups, en fait, où c'était une immobilisation, mais plus douce, effectivement. Mais je crois pas m'être sentie en danger par un patient en libéral, après peut-être gêné, mais pas en danger, je crois pas. Tu t'es déjà fait draguer par un... Ouais, voilà, typiquement, la gênance dont j'ai parlé, oui. Effectivement. Et là, du coup, faut reprendre avec le patient la notion de transfert avec ton thérapeute, où effectivement, tu peux avoir l'impression de développer des sentiments amoureux parce que c'est quelqu'un qui prend soin de toi, c'est quelqu'un qui t'écoute. Un peu ce que tu peux aussi développer thérapie patient-soignant. Effectivement, tu peux avoir ce transfert-là, le transfert amoureux. Bon, après, parfois, c'est pas ça, c'est pas forcément le transfert, mais... Ce que j'allais dire, est-ce que ça veut dire que quand ça arrive, c'est forcément une histoire de transfert ? Enfin, est-ce que les sentiments sont faussés ou est-ce que ça peut être de l'amour quand même Je pense que ça doit être une forme d'amour. Je pense que, tu sais, c'est comme quand on parlait avec Sofiane sur l'épisode où on parle de médecine, enfin les épisodes où on parle de médecine, qui disait c'est pas parce que, par exemple pour un hypocondriaque, c'est pas parce que il s'imagine sa maladie que ses symptômes ne sont pas vrais. Genre, ne sont en pas vrai, réels, en réalité, il a vraiment mal et il a vraiment... Je pense qu'un patient comme ça, il doit vraiment ressentir de l'amour et tout, mais peut-être que c'est juste genre comme tu dis, en fait c'est quelqu'un qui prend soin de lui et tout, parce que ça paraît logique justement de pouvoir développer des sentiments pour quelqu'un qui prend soin de toi et qui t'écoute et c'est des choses qu'on recherche un peu tous chez nos partenaires. Alors là évidemment il y a la dimension aidant médicale etc qui fait que évidemment que c'est pas possible, mais pour autant est-ce que le sentiment il est forcément infondé ou... C'est une bonne question, parce qu'en plus ça dépend à quel moment ça arrive, dans le sens où est-ce que c'est dès la première séance, dans ce cas-là je suis pas sûre que le transfert il ait pu être effectif, que ce soit vraiment ça. Après, ça dépend aussi éventuellement la problématique de ton patient. En tout cas, c'est un sujet à questionner avec ton patient. Soit quand toi, tu le sens en tant que thérapeute et que tu sens que ça peut être aussi un sujet à aborder avec ton patient, parce qu'il faut pas que ce soit trop effractant non plus pour ton patient, justement. Ou même pour toi, en tant que thérapeute aussi. Et ça dépend aussi si ton patient lui-même t'en parle. Moi, j'ai eu les deux cas. Où mon patient lui-même m'a fait une demande, en gros, de date. Et un autre patient où moi, j'ai senti là, quand même, qu'il y avait de l'implicite de son côté et j'ai eu besoin de le traiter, de parler des différents transferts. Non mais... Désolée Manuel. Pardon papa. Mais d'aborder moi-même la question, mais de manière implicite aussi, quoi. Je lui ai parlé des différents transferts et après, il en a fait, lui, son affaire. Ok. C'est quoi la différence entre psychiatre et psychologue ? On n'a pas la même formation, parce que le psychiatre, il doit faire des études de médecine, parce qu'il va pouvoir délivrer un traitement. Chose qu'un psychologue, du coup, ne peut pas faire. En plus, le psychiatre peut poser un diagnostic, par exemple, le diagnostic de dépression, de, de schizophrénie, etc., enfin des troubles, alors que le psychologue, s'il n'est pas formé à ça, ne peut
ne peut pas poser de diagnostic. Il peut dire qu'il y a une tendance à. Ok. Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai des patients chez qui je peux identifier éventuellement une dépression, je les invite à en parler avec leur médecin ou à aller voir un psychiatre pour poser le diagnostic, ou la phobie scolaire, par exemple. Moi, en tout cas, dans mon approche, je pose pas le diagnostic. Je peux dire, bah voilà, vous avez ces symptômes-là qui peuvent se rapprocher à ce trouble-là, qui peuvent se... Et donc, je parle de tendance. En tout cas, moi, je m'estime pas en capacité de poser le diagnostic et je crois pas... Enfin, on n'est pas formé à ça. Donc... Et tu penses quoi, du coup, de tout ce qui est médicaments et tout pour aider un patient qui en a besoin? Ouais, j'ai un avis mitigé. Au début de ma pratique, j'ai été un peu anti-traitement parce que on peut passer par plein d'autres moyens et tu peux être soulagé ou apaisé autrement. Après, quand c'est nécessaire, pour moi, je sais pas comment expliquer trop ça, mais ça peut vraiment être une véritable béquille qui te permet un tremplin parce que déjà que pour la dépression par exemple, t'es au bout du rouleau quoi, et en plus on se responsabilise souvent, on culpabilise souvent déjà d'être dans cet état. C'est assez tabou et c'est dur, hyper dur de s'en sortir, et du coup ça peut te responsabiliser de ne pas y arriver et donc encore plus te démotiver, encore plus te culpabiliser et encore plus t'entraîner dans cette roue infernale de mal-être, alors que en plus d'être reconnu par un médecin, d'avoir effectivement un traitement, parce que malgré tout la dépression c'est aussi au niveau du cerveau, c'est prouvé scientifiquement, donc c'est biologique, c'est pas qu'une question de ça va pas trop en ce moment et ça ira mieux, faut juste se mettre un coup de pied derrière quoi. C'est que c'est vraiment non, c'est vraiment plus un problème que ça. de hormonal, de production d'hormones, etc. C'est vrai qu'il y a un vrai de neurotransmetteurs, tout ça effectivement. Il y a un vrai problème de perception de ce qu'est la dépression, parce que c'est un terme aussi qui est utilisé un peu dans tous les sens. C'est ça, c'est normalisé à fond. Mais oui. Oui, mais c'est la dépression de l'hiver. Bah non, une dépression ne survient pas qu'en hiver. C'est ça. Et j'y pense parce que j'ai vu une vidéo là d'une fille qui racontait que justement, donc elle est diagnostiquée en dépression, etc. Et elle racontait son programme de la journée. Donc elle est en arrêt long à cause de sa dépression. Et donc elle expliquait que son programme de la journée c'était d'aller au cinéma, puis ensuite de rejoindre une copine à l'extérieur. Et elle raconte qu'elle a été incapable d'aller au cinéma et qu'elle a juste réussi à rejoindre sa copine pour 1 heure au lieu de toute la soirée. Et en fait dans les commentaires, au lieu d'identifier, après les gens sont pas formés mais au lieu d'identifier le truc de elle a pas réussi à aller au cinéma alors que c'est justement quelque chose de plaisir, ils ont tous dit cinéma et bar c'est la belle vie, elle peut pas aller bosser mais elle peut sortir s'amuser. Et moi j'étais là, mais les gars, elle est en train d'expliquer que même sortir, faire des choses qui sont censées lui faire du bien, elle n'y arrive pas. Donc le travail d'autant plus. Et ça a été pris un peu à l'envers quoi. Ouais, moi les réseaux sociaux et tous les trucs de si tu as ces symptômes ça veut dire que tu es oui, attention à l'autodiagnostic. Oh là là, effectivement. Franchement. Si vous avez un doute, allez voir un professionnel qui lui pourra vous faire les tests, etc., etc. Mais il faut que ce soit encadré. Pas sur une vidéo TikTok ou sur un truc vous voyez en ligne. Et soyez indulgents aussi avec ce que vous ne connaissez pas. Exactement. C'est-à-dire qu'on a tous des a priori, mais si quelqu'un vous parle d'un trouble ou quoi, ou qu'est-ce qu'il a, vous n'êtes personne pour dire que ça se soigne comme ça, ou que c'est faux, ou que si, ou que... Pour moi, les réseaux sociaux, c'est devenu l'ancien Doctissimo. Oui, anciennement Doctissimo, mais pour l'actuel, on va dire. Oui, mais parce que tout le monde a un avis sur tout et pose un jugement sur tout. C'est ça, mais pour moi, je le vois exactement de la même manière, c'est-à-dire que vraiment, tu mets un symptôme, t'as un cancer, t'as un truc, t'as un bidule. Bah là, en ce moment, c'est ça, mais avec la folie des maladies mentales et des troubles mentaux, etc. Mais t'as alors t'es hyperactif, et si t'as ça, ou un déni. Qui est dit sur les réseaux, beaucoup, c'est les critères inclusifs. C'est ce qui fait que tu te reconnais dans le symptôme ou dans le trouble, mais on en oublie les critères exclusifs, dans le sens où si t'as ça, ça ne peut pas être telle ou telle pathologie ou telle et telle maladie. Et ça, en fait, sur les réseaux, ils en parlent pas. Ils parlent que des critères inclusifs. Tu vois, par exemple, le TDAH, trouble de l'hyperactivité de l'attention. Bon, j'ai dit dans l'autre sens, mais oui, on oublie tous des choses. On a tous du mal à se concentrer. Oui, on est dans une tâche et donc du coup, en fait, finalement, tu tombes devant ton lave-vaisselle et tu arrives devant ton lave-vaisselle et tu dis mince, c'est vrai, il fallait que je le fasse. Et du coup, tu te retrouves avec ton linge qui est à côté de ton lave-vaisselle et machin. Ça nous arrive à tous, mais on en oublie les critères exclusifs qui sont derrière, où effectivement, si c'est pas quotidien, dans ce cas-là, ça compte pas. Si c'est pas handicapant pour toi, alors dans ce cas-là, c'est pareil, ça t'exclut de la pathologie. Je les connais pas tous, mais effectivement, il faut prendre en compte ça. Et ça, sur les réseaux, on n'en parle pas. Et après, par rapport au jugement aussi des autres, malheureusement, ça se fait aussi hors réseaux sociaux. Par exemple, dans les familles. Typiquement,
moments où, surtout par rapport à la dépression, c'est ce que je vois, en fait, c'est pas compris. Comme tu disais, même les gens, ils disent, mais non, mais il suffit que tu sortes, ou il suffit que tu reprennes le travail, typiquement pour aller mieux, comme ça te fera penser à autre chose. Non, en fait, c'est que vraiment, il y a une incapacité, mais même, comme tu disais, biologique, enfin, au niveau du cerveau, au niveau des neurotransmetteurs, c'est pas possible. Même prendre sa douche debout, ça devient quelque chose de hyper difficile à faire, hyper énergivore, et en fait, tu ne peux faire que ça de ta journée. Et du coup, ça m'étonne pas, la nana là dont tu parles sur les réseaux, elle a pu faire qu'une seule chose, mais ce qui est déjà très bien, parce qu'en fait, c'est une chose hyper intense. C'est sortir de chez soi, se préparer pour aller voir sa pote, écouter sa pote, discuter avec elle, enfin, j'en cite déjà que 4, mais en réalité, c'est déjà énormément de choses. Beaucoup. Je suis assez d'accord. Ça me fait penser à une autre vidéo que j'ai vue. Si je la retrouve, je mettrai le lien parce que je trouve que c'était justement super bien expliqué sur ce qu'est la dépression. C'est un mec qui est face cam et qui explique et qui dit aujourd'hui ma victoire c'est que j'ai réussi à prendre une douche. Et ça part de ça, et au début tu comprends pas de quoi il parle. Il te raconte sa dernière année en fait. Il dit c'est passé ci, il s'est passé ça. Mais aujourd'hui j'ai réussi à prendre une douche. Et à la fin tu prends conscience de ce que c'est. Enfin moi ça m'a aidé vraiment à me mettre à sa place et à comprendre le fonctionnement. Donc si j'arrive à la retrouver, je mettrai ça en description parce que je trouve que ça permet vraiment de comprendre le fonctionnement, l'état mental dans lequel on peut se trouver. Oui, parce que c'est pas surjoué, c'est pas du caprice, c'est pas de la flemme, pas du tout. C'est vraiment une incapacité. Moi, je voulais savoir si t'as des déformations professionnelles. Comment ton métier, il influence ta vie privée, s'il y a une. Ouais, je pense qu'il y a eu une influence que moi j'ai ressentie en tout cas. Je me suis sentie grandie et évoluer au fur et à mesure aussi des suivis, parce que les différentes problématiques que j'ai pu rencontrer, ça m'a aussi questionné moi, sur comment je voyais les choses. Parfois, ce que les patients ont pu me rapporter, ça m'a aidé à relativiser. Après, je sais pas si cette déformation professionnelle, c'est peut-être plus impact sur moi. Et là, c'était plutôt des impacts assez positifs. Après, il y a aussi un impact moins sympa, plus désagréable, où du coup, je me sens parfois plus vulnérable, où j'arrive pas, par exemple, à déposer les bagages quand j'arrive à la maison. Tu vois, je suis encore envahie par certaines séances ou autres, d'où l'importance de cette trousse à outils dont on a parlé dans le premier épisode. Effectivement, pour pas trop être envahie, même si c'est aussi ok d'être envahi et d'être touché parce qu'on est des humains et qu'on vient nous déposer quelque chose, et du coup forcément on le reçoit. Après, en déformation professionnelle, je crois que on me l'a dit, je m'en suis pas rendu compte, mais on a pu me dire que dans les mots que j'employais ou dans ma manière de m'exprimer ou dans mes phrases, et je vois Kenza, tu hoches la tête. Oui, effectivement, on a pu me dire là tu sonnes psy, ou là les termes que t'emploies ils sont plus spécifiques, ou même mon analyse éventuellement qui avait l'air peut-être plus poussée. Est-ce que c'est mal? C'est pas forcément mal, c'est juste que je me souviens au tout début. Maintenant, aujourd'hui, je trouve plus, enfin, genre, et peut-être que c'est moi aussi qui ai grandi, et peut-être que c'était sûrement, enfin, je sais pas trop. Mais en tout cas, au départ, j'ai trouvé que quand tu commençais en libéral, il me semble, parfois, je pouvais te poser des questions, et j'avais un retour très neutre. Théorique, plutôt, ah ouais, mais, et qu'est-ce qui te fait dire ça? Et, tu sais, genre, tu prenais grave du recul. De la distance. Tu prenais grave de la distance, et comment tu t'es ressentie et tout. Et j'étais en mode, mais c'est pas Lise, là, c'est Lise la psy. C'est Lise la psy à qui je parle, c'est pas Lise ma copine. Au final, c'est parce que tu cherches quoi. Ça peut être bien parce que moi ça m'a permis aussi de prendre du recul du coup et de me dire, j'avoue, bon, elle m'a posé des questions genre de prise de recul, faudra peut-être que je prenne du recul aussi. Mais c'est vrai que sur un moment précis où t'as besoin peut-être de quelque chose de justement de spontané, et t'as ton ami qui fonce dans le tas, plus de soutien que de conseils finalement. Et du coup tu peux te dire attends, j'ai besoin de Lise qui est vénale là et qui va me dire c'est pas juste et tout machin, tu vois. Mais au final, je trouve que avec le temps, en tout cas, ça s'est grave estompé. Enfin, j'en ai plus l'impression aujourd'hui. Et je me mets moins la pression aussi, je pense. Tu vois, quand on me demande un conseil, j'ai moins l'impression d'avoir cette pression qu'on attend de moi, une théorie particulière ou un conseil vraiment précis ou avisé. Du fait de ton métier. Du fait de mon métier ou de... Bon, après, est-ce que aussi, personnellement, j'ai travaillé un peu le syndrome du people pleaser, tu vois, où il faut tout de suite répondre à la demande de l'autre, il faut le satisfaire. Peut-être qu'il y a ça aussi, tu vois, je sais pas. Mais c'est vrai que vous avez pu me le faire remarquer, Mais je trouve ça enrichissant, enfin, genre, je trouve ça justement chouette, parce que aujourd'hui, je trouve que c'est très naturel, ta manière de... Tu as une manière très naturelle de communiquer, Lise. N'importe quoi. Je suis un être humain. En tout cas, je prends.
Non, mais genre, ce que je veux dire, c'est que maintenant, quand on parle, genre, je vais pas me dire, ah tiens, c'est la psy, ah tiens, c'est Lise. C'est juste, genre, Lise, ma copine Lise qui me parle. Oui. Mais évidemment que t'as une influence de la part de ton métier et de la part de ce que tu fais, mais parce que ça te fait évoluer toi en tant que personne aussi. Et c'est normal. Et ça fait du bien aussi de pouvoir parler avec quelqu'un qui est pas forcément non plus tout le temps dans le super émotif, mais qui sait aussi, genre, dire, ok, ça me fait chier, là. Mais, attends, si on prend un peu de recul. Ouais, oui. Et genre, au final, ça amène aussi un équilibre, je trouve, dans... Enfin, je sais pas, est-ce que c'est ça, finalement, grandir? Mais tu vois, en plus, j'allais rebondir sur la notion équilibre. Je trouve aussi que mon métier, ou en tout cas, l'analyse ou l'acceptation que je peux faire par rapport aux émotions des autres, mais aussi par rapport à mes propres émotions, m'a permis d'être un peu plus en paix aussi avec ça, et donc peut-être un peu moins réactive. Surtout, j'ai plus ce besoin-là, d'être impulsive, ou de crier à l'injustice, ou crier à la trahison, mais, sur certains sujets, j'ai encore cette possibilité-là, parce qu'effectivement... les sujets qui touchent, quoi. Ouais, effectivement, en fonction de ma sensibilité. Est-ce que vous avez loupé 45 minutes de off où Lise n'était pas neutre? Effectivement, c'est pour ça que ça me fait rire. Mais oui, non, je reste humaine avant tout, et heureusement, je suis pas psy tout le temps, quoi. Oui. Mais ça, d'ailleurs, je le prenais mal et je me souviens de certaines conversations, soit dans ma famille ou autre, où effectivement, quand j'avais l'impression d'être moi-même, on me disait, ah, ça va, arrête de faire ta psy. Et je le prenais mal parce que j'avais l'impression Après, c'était peut-être mal utilisé aussi, de dire ça. C'était peut-être, j'ai pas envie d'entendre ce que tu me dis, donc vas-y, arrête de faire la psy. Ouais, peut-être aussi. Tu vois. Mais toi, à l'oreille, il y a un truc un peu au-delà de ta personne, dénigre aussi ce que tu fais dans la vie. Enfin, il y a une connotation un peu négative à dire arrête de faire ta psy. C'est un peu aussi dévalorisant pour ce que tu fais, tu vois, indépendamment même de la remarque vis-à-vis de ce que tu es. Je trouve que... Oui. Ouais, puis même, ça veut dire que, genre, tu n'es pas capable d'être toi. Enfin, tu n'es pas un être humain, en fait, t'es une... Je suis définie par mon rôle de psy. Ouais, tu n'es que la personne, voilà, qui te dit arrête de faire ta psy ou un truc comme ça, ne prend pas en compte que tu puisses avoir un avis soit différent du sien, soit modéré, soit, tu vois, genre, en dehors du fait que tu sois psychologue. Enfin, tu peux très bien avoir ton caractère en étant, je sais rien... charpentier. Oui, mais je pense que je sais pas pourquoi celui-là en premier, mais c'est sympa, on prend. Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Je sais pas. Mais oui, je pense aussi que c'est pour ça que j'étais autant sur la défensive. C'est parce que j'avais l'impression qu'on déniait un peu mon existence de Lise, mon individualité, en fait, derrière mon statut de psy. Mais d'ailleurs, je rebondis sur qu'est-ce que ça veut dire de moi. C'est souvent quelque chose qui revient quand je dis que je suis psy à des gens que je connais pas. Ils ont peur que je vas-y, analyse-moi. Alors là, qu'est-ce que tu vois? Ou même de la peur. Ou alors, oula, faut que je fasse attention parce que si tu vas m'analyser et exactement. Et du coup, tu vois même ça va, fais pas ta psy. Je me demande parfois si c'est pas aussi de la peur d'être analysée alors que la personne elle a pas envie. Mais je vous rassure, tu fasses ça par plaisir. Non, je vous rassure effectivement, enfin en tout cas moi, mais je pense pouvoir parler au nom quand même de certains autres psychologues aussi. On fait pas ça à longueur de journée. Qu'est-ce que ça va être fatigant. Ouais, et puis en plus, enfin après, moi je suis pas mentaliste, je suis pas formée à ça non plus. Je m'appuie surtout sur le discours de la personne et sur ce que la personne veut bien me délivrer, veut bien me déposer. Et du coup, je me base surtout sur le discours. Après, il y a une capacité d'analyse aussi. Enfin, tu vois le stress de la personne, mais oui. C'est que même si, imaginons, quelqu'un va venir te raconter un truc intime ou pas, ou voilà, bah tu vas à aucun moment, même si, imaginons, tu vas te dire, ah tiens, ça me fait penser à tel truc et tout, parce que forcément, tu es l'être humain qui est psy. Donc, forcément, il y a peut-être des trucs qui vont te faire écho à, ah tiens, tel truc, ça me fait penser à tel patient ou à tel truc, ou je sais pas, j'en sais rien. Mais ça veut pas forcément dire, enfin, ça veut pas dire que tu juges la personne. Que t'es en mode, tu mets un jugement de valeur ou un truc sur ce qu'elle te dit. Ou que tu fais une séance de thérapie. Oui, pas du tout. Autant. À aucun moment. Non, c'est un processus complètement différent d'une conversation lambda au bar. Oui, puis je trouve ça hyper important. Puis t'es pas payé, alors, oui, déjà. Mais je trouve ça aussi important, le consentement de la personne. J'analyse pas si la personne ne me le demande pas. Et tu vois, du coup, ça me fait rebondir. Je pense que pendant un temps, j'ai dû faire l'amalgame aussi que quand on venait me demander des conseils, c'était si tu me demandes un conseil, c'est tu demandes à la psy et plus à l'ami. Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être aussi eu cette période-là. Possible. Tu m'as dit aussi que tu pouvais pas prendre en patient des gens que tu connaissais ou que tu côtoyais. Oui, pour garder la neutralité. Et en plus, alors, attends.
Je sais pas si ça fait partie de notre code de déontologie ou pas, mais en tout cas, c'est déconseillé, c'est sûr. C'est comme un médecin qui va pas opérer sur un membre de sa famille, tu vois. En fait, t'es trop dans l'affect et dans l'émotion et tu ne peux pas être neutre, et donc forcément, ça va pas être productif. La séance. Je comprends ce que tu veux dire. Ça peut faire du tort, soit à toi, soit à la personne que tu connais. Tu peux être biaisé, ouais. Tu peux être biaisé, et donc le résultat, en gros, le résultat de la séance, il sera incomplet ou il sera partiel. Ah, tu penses? Je sais pas. Moi, je sais pas si tu peux bien analyser quelqu'un que tu connais, étant donné que tu ne peux pas être neutre avec ta famille ou un ami. Il y a forcément de l'affect qui joue. Oui, et puis en plus, je me verrais absolument pas faire payer mes proches en plus pour les accompagner ou pour les aider, tu vois. Alors que c'est ton métier. Oui. Ok. Oui, non, je sais pas. Ouais, pour mes proches, en tout cas pour les personnes, oui, qui me sont vraiment proches, il y a aussi cette dynamique-là, c'est que je me vois pas du tout les faire payer. Enfin, c'est gratuit. Oui, non mais oui. Non mais oui, absolument. Et je ne me posais la question, genre si moi j'avais un métier. Point. Tout court. Si moi j'avais un métier et que je pouvais en faire partager mes proches, évidemment que oui. Oui. Non. Oui. Mais finis tes phrases un jour. Mais non. Pardon. Oui, Gabrielle. Ce serait gratuit. Oui, Seigneur. Oui, maîtresse. Mais non, mais parce que, en fait, c'est que je pensais au fait que Manon, elle fait du dessin. Oui. Elle fait de la oui. L'animation. L'illustration. Ouais, fait tout. Oui, elle fait tout, en fait. C'est un couteau suisse. Allez voir sur Insta, gribouillage. Oui. Allez voir. Et donc, du coup, je me disais, mais en fait, moi, ça me paraîtrait normal aussi si elle fait je vais pas y arriver. Une illustration pour WAM, pour un cadeau, pour un truc comme ça, évidemment qu'on va payer. C'est pas le même rendu. Je pense que moi, en tant que, je sais pas. J'allais dire, moi je t'aurais payé, Lise, et après j'ai dit, non. Non, mais de toute façon, j'aurais pas accepté. Je sais pas, c'est pas le même rendu. Enfin, genre, c'est moi qui suis allée voir Manon pour lui demander. Oui, de je pas pensé. Non, mais tu vois, l'exemple, ouais, je suis donc d'accord. Évidemment que je vais la payer pour le pareil. service qu'elle m'a rendu, parce que et qu'elle le fait en individuel, en plus, c'est du temps qu'elle prend sur son temps perso, alors que. Donner de la force, quoi. Tu vois, moi, je le vois plus comme un échange, en fait, avec quelqu'un. Enfin, là, vous allez pas me payer pour le podcast, tu vois, donc c'est pareil. Tant mieux, parce qu'on a pas les fonds. Comme on l'a dit, on n'a pas de travail. Non, mais dans le sens où, pour moi, ça reste aussi une conversation. Si tu me demandes un conseil, c'est de l'échange, en fait, avec quelqu'un, quoi. Et après, pour revenir à la question, effectivement, ça fait pas partie du code de déontologie, si je me trompe pas, sinon tapez-moi sur les doigts. Mais ça fait plutôt partie de ton éthique en tant que professionnel. Oui. Où du coup, tu sais que ça va potentiellement te biaiser, ou du coup, tu vas plus avoir cette neutralité, tu vois, dont tu parlais. Du coup, au niveau de l'éthique, je dirais que... Bof. Effectivement. Sauf si, après, vu que c'est pas dans le code de déontologie, si toi, tu te sens capable de le faire, qui t'en empêche? Okay. Peut-être le code de déontologie. Peut-être. Mais franchement, je crois pas. Parce que on te dit, en tout cas, de faire en connaissance de cause. Si je me trompe, on squeezera ça, et du coup, on rajoutera dans le code de déontologie, c'est pas possible. Enfin... Et après, tout dépend, oui, si tu côtoies vraiment ou pas, si t'as rencontré la personne une fois, par exemple, en soirée, si c'était, je sais pas, ton collègue que t'as croisé une fois dans les couloirs, si c'était ta banquière, enfin, ça dépend. Okay. Et du coup, ça me fait penser avec le code déontologique, mais est-ce que tu t'es déjà lié d'amitié avec ton patient ou ta patiente après le suivi? Non. Jamais. En réalité, parfois avec des patients où tu te dis oui, ça pourrait être mon pote, ce serait même cool, ou que ce soit ma pote, mais ouais, non, là du coup, après encore une fois, est-ce que c'est déontologique ou plutôt éthique, je me le permets pas, parce que je dois respecter aussi ce cadre-là, et en même temps je trouve que ce serait assez inégal, parce que moi je connais les profondeurs de mon patient, je connais un peu sa vie et son fonctionnement, et l'amitié, c'est et dans lui les rien sens, de moi, parce que je m'étale pas sur ma vie privée, quoi. Donc du coup, oui. Sinon ce serait pas ouf comme suivi, mais effectivement ouais, non, je me le permettrais pas, ça fait pas partie de mon cadre, et
ou non. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton métier? Ce que je préfère dans mon métier, là tout de suite, ce qui me viendrait, c'est surtout la relation de confiance avec le patient. Vraiment ce lien qui se crée, qui se tisse. Et ouais, je sais pas, cette confiance qu'on a ensemble et de même pouvoir rire quand on a envie de rire, de pouvoir sentir aussi que ça avance pour le patient, de sentir qu'on touche du doigt quelque chose, que ça lui sert en fait à quelque chose, la séance aussi. Je sais pas, de sentir cette cohésion, je pense aussi parfois entre nous. Ça j'apprécie vraiment beaucoup. Après c'est l'aspect social aussi qui me plaît et ça revient à la première question que vous m'avez posée, c'est pourquoi j'ai fait ce métier là aussi finalement. La boucle est bouclée. Oui. Du coup ça. C'est beau. Oui. Donc tu es une bonne psychologue, je pense. je sais pas, il y a que les patients qui peuvent répondre à cette question. Et toi, t'as des questions pour nous d'ailleurs? Ouais, Kenza y a un peu répondu dans l'épisode juste avant, mais effectivement, c'est vous, est-ce que vous avez des craintes en fait à l'idée d'aller voir un psychologue et si oui, pourquoi, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous empêchent, enfin des éléments qui vous empêchent ouais, alors en vrai c'est un vrai frein ça, parce c'est que la honte, non mais c'est vrai. Ah oui, j'ai dit non, c'est la honte de pauvre. Non, c'est la honte que ce soit mais je pas crois que remboursé par la mais c'est en sécu, débat, c'est en ça que je débat veux dire. actuellement. Oui, Mais oui, Ouais. mais enfin ouais, moi dès l'instant où j'aurai de l'argent, j'irai voir un psy. Mais par contre, c'est vrai que j'ai peur de me retrouver face à des choses, enfin, me rendre compte de certaines choses envers moi. Ah, je capte. Ouais. Tu vois, et que j'ai pas forcément envie de savoir. Oui, mais c'est c'est que t'as des craintes de découverte en Ouais, fait sur toi-même, Ouais. mais en même temps normalement t'es déjà censé les savoir. Ouais, mais si tu creuses et que t'as jamais été à ce point, tu vois. Et t'as dans peur la de réflexion. pas savoir jusqu'où ça peut Ouais, aller. ouais. Je partage un peu ce Ouais. truc aussi. Mais de toute façon, vous donnez que ce que vous voulez donner. Ouais, mais moi C'est pas je tant partirais. donner au psy, c'est plus que Oui, Parce que toi tu vas recevoir l'impact voilà, que ça c'est peut avoir sur toi oui, en fait. mais genre, je veux Oui. dire, t'iras aussi loin que si t'es prête à aller aussi Oui. loin. Parce que dans le sens où s'il Oui. y a des choses enfouies en toi et que t'es pas prête à découvrir, bah t'iras jamais dans ce sens-là, je pense. oui. Non? Oui, oui, moi, tu peux tomber genre en mode wow, truc de ouf, je savais pas ça et j'étais pas prête. En tout cas, moi, je l'ai eu que quand on a cherché quelque chose. Oui, voilà. Et où là, du coup, on a touché du doigt, mais où toi t'étais effectivement. prête à chercher. Oui, après, vu que le psy, il fait en fonction de ce que tu viens lui déposer, pour moi, si t'as pas envie de toucher un sujet, tu le dis à ton psy, il l'ira pas. Ok. Après, il va se poser des questions, il va se dire forcément, c'est qu'il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là. Mais moi, dans mon approche, si t'as pas envie d'y aller, j'y vais pas. Après, effectivement, il y a aussi des craintes. Après, je sais pas si c'est ce que vous avez, mais tu sais qu'il y a l'iceberg, tu vas voir ton psy pour le haut de l'iceberg et t'as peur que du coup, après, t'ailles de plus en plus loin et limite que ça te crée des problèmes là où t'en as pas. C'est ça. Ouais. Ouais. Genre que tu saches pas, en fait, que t'as Oui. un dessous de l'iceberg. C'est ça. Après, pour moi, ça veut aussi dire que vous savez, quelque part, qu'il y a un dessous de l'iceberg. Bah, il y en a Du coup. forcément. Enfin, après, je sais pas. Je sais pas si c'est savoir qu'il y en a un ou redouter qu'il y en ait un. Bonne question. Redouter, ouais. Il y a la peur quand tu vas avoir un psy, mais parce que je trouve on y prête beaucoup de pouvoir Ouais. aussi. Et du coup, il y a la peur qu'il sache avant toi-même ce qui peut aussi être un peu ton trigger ou ton déclencheur. Après aussi, c'est normal d'avoir peur d'être déconstruit. Tu vois, tu t'es construit là aujourd'hui et tu peux avoir l'envie de travailler une problématique en particulier, mais pas le reste. Et c'est ok. Et du coup, tu peux arrêter ta thérapie quand tu veux d'ailleurs. Donc Moi, je sais pas si j'ai des appréhensions particulières, c'est plus la peur de l'inconnu de manière générale que j'ai. Moi, j'ai un gros problème avec ma zone de confort. Et sortir de ma zone de confort pour tout et n'importe quoi, c'est vraiment une épreuve au point où vraiment j'ai du mal à prendre soin de moi. Ça fait des mois que je dis que je vais prendre rendez-vous chez le dentiste ou chez le podologue ou L'ostéo. chez l'ostéo, les filles, elles en peuvent plus, elles me vaccin. disent tout le temps. Ah, Je l'ai fait. Moi, Mais pas. enfin, tu vois, et dès qu'il faut que je Je prenne l'ai un passé. rendez-vous pour quelque chose, ça me prend des mois avant de le faire. Et une fois que je l'ai fait, je suis en mode, bon, bah, c'est bon, c'était bidon, tu vois. Ouais. Mais faire la démarche, ça me prend un temps fou. Est-ce que c'est le fait de sortir de chez toi? C'est lié. C'est pas que ça, mais je Tu pense peux que faire c'est aussi lié. des trucs en visio? Mais je sais que ça existe et c'est pour ça que je dis que c'est lié mais que c'est pas que ça. Je pense qu'il y a vraiment ce truc de la peur de l'inconnu. Moi j'ai besoin de savoir comment les choses fonctionnent, comment ça se passe, par où on commence et là je me dis je débarque et je dis quoi et en fait je projette beaucoup dans l'inconnu et donc ça me freine d'autant plus. Ouais, quand t'as pas le contrôle en fait. Ah bah... Comment ça quand j'ai pas le contrôle? J'ai le contrôle tout le temps en fait. Ça n'existe pas. À quelle heure? Mais c'est vrai que Je voulais pas toucher du doigt. Bonne analyse. Oupsie, doupsie. Non mais c'est vrai que mais parce que ça me rassure d'avoir le contrôle sur les choses et d'être dans ma zone de confort en contrôlant tout
ce qui m'entoure et c'est comme ça que je suis à l'aise en fait. Si c'est moi qui mène l'interaction, ça va. Si c'est quelqu'un qui vient me parler, je vais beaucoup plus perdre mes moyens et pas savoir comment réagir. Ah putain, ok. C'est le même principe de je suis terrifiée de répondre au téléphone, mais ça me pose beaucoup moins de problèmes moi d'appeler et de passer le coup de fil. Et c'est vraiment cette notion de contrôle. Je sais qui j'appelle, pourquoi, etc. Je sais qui j'aborde. Pardon. Quand je parle à quelqu'un que je connais pas, je sais pourquoi je vais lui parler, de quoi je vais lui parler, etc. Alors que dans l'autre sens, c'est l'inconnu, donc j'ai pas de prise dessus, et donc ça m'angoisse. Et je pense que ça vient de là, le fait que je freine un peu en mode parce que je vais voir un psy. Mais... Bah oui, parce qu'avec un psy, du coup, tu t'attends à ce qu'il te pose des questions, mais en fait, tu sais pas lesquelles. Donc, du coup, et devoir lâcher le contrôle et être vulnérable, pour moi, c'est très compliqué. Je comprends. Mais d'ailleurs, il y a des patients qui préparent leur séance à l'avance. Ça m'étonnerait pas de faire partie de ce truc. Bah oui, c'est une question de contrôle aussi. C'est particulier d'avoir ton patient qui est là, alors on va parler de ça, comme ça. Moi, ça me dérange pas quand les patients viennent avec un post-it, par exemple, et qu'ils ont écrit ce qu'ils avaient envie d'aborder en séance. Au contraire, c'est même, je dirais, plus... C'est facilitant. Ouais, effectivement, plus simple pour moi d'accéder à la demande de la personne, plutôt que quelqu'un qui vient te voir et qui sait pas, et qui dit, c'est vous qui me posez les questions. C'est un autre travail, c'est une autre approche. Est-ce que t'as des conseils, justement, pour quelqu'un qui pense pas ou n'aimerait pas aller voir un psy, ou alors pour quelqu'un qui aimerait et n'ose pas le faire, ou... Enfin... Est-ce que t'as des conseils? Ouais, est-ce que t'as des conseils? Est-ce que t'as des conseils pour les gens qui... Est-ce que t'as des conseils? Je sais pas si c'est des conseils, mais en tout cas, allez-y. C'est un ordre. Ça vaut, non, mais dans le sens où ça vaut le coup. C'est hyper enrichissant. C'est vraiment faut le voir comme faut le voir, c'est une injonction, mais essayez de le voir comme une prise en soin de vous-même, comme une conversation, en fait, avec quelqu'un, comme avec vos potes. Sauf que là, c'est quelqu'un de plus neutre, effectivement, et qui sera peut-être moins biaisé parce qu'il pense vous connaître et parce que il n'y a pas la formation éventuellement derrière non plus. Après, c'est important, encore une fois, de choisir son thérapeute. Comme conseil, je sais pas, c'est questionner autour de vous si possible, s'il y a vos proches qui ont pu voir un thérapeute ou pas, si oui, le ou laquelle, pour éventuellement voir aussi comment cette personne fonctionne, son approche, ça peut peut-être rassurer aussi, ça parfois. Si vous avez des amis psy, questionnez. Kenza, par exemple, c'est ce qu'elle a pu faire aussi avec moi. Pas les conseils, moi, la première fois que j'ai dû voir une psy, j'avais peur, alors que j'étais en formation de psy, mais du coup, je suis allée voir sur les réseaux. Si je pouvais entendre sa voix, si je pouvais voir sa photo, parce que ça me permettait d'identifier la personne, et ça me rassurait. D'avoir la personne au téléphone aussi. Non, mais même de voir le cabinet, en vrai. Ouais, voir le cabinet. Ou... projeter dedans. Donc il a mis ça comme dire, ça. Fixez-vous sur votre objectif, en fait. Pourquoi est-ce que vous avez envie d'y aller s'il y a le besoin? Effectivement, appuyez-vous à ça. Appuyez-vous sur ça. Si besoin de se rassurer, soit pour prendre le rendez-vous, ou soit quand vous y allez, si vous avez un objet rassurant, je sais pas, ça pas forcément un doudou, mais ça peut être aussi un doudou, mais une photo, une odeur, quelque chose, qui peut vraiment vous rassurer, un objet transitionnel comme ça, pourquoi pas. Je vais prendre Bertie. Son chien. Mais ouais, ok. Ou une copine, ou un parent, ou quelqu'un qui vous rassure, qui peut vous accompagner devant la porte, en fait, ou qui vous attend dans la salle d'attente, ou qui vous attend dans la voiture, ou à côté, de toute façon, c'est possible. Qui vous appelle. Ouais. Qui vous appelle, ouais. Ou qui vous appelle. Aucun problème avec ça. Osez, c'est tout le but. Ça vous sera utile. C'est sûr. Non, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci Lise pour ce second épisode. Avec plaisir. Merci Lise. Avec plaisir. En vrai, tu reviens quand tu veux. Si t'as des sujets, pas de problème. Ouais. On espère que cet épisode vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur notre page Instagram ou sur votre application d'écoute. N'hésitez pas aussi à mettre une petite étoile si jamais ça vous a plu. Vous pouvez également nous envoyer un mail à unpodcastdeplus@gmail.com. On est toujours très heureuse de vous lire. Et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode et en attendant, portez-vous bien. Bisous.